Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie vivement Jean-François Bellos d'avoir accepté de relever le défi sur le thème de la conférence qu'il va prononcer ce soir. Je lui avais suggéré de parler de l'histoire de la grue et il a accepté de le faire. J'en suis vraiment très très heureux parce qu'il me semble que c'est un sujet extrêmement important. La grue, c'est tout un symbole. On mesure le dynamisme d'une cité au nombre de grues qui perce son panorama. C'est parfois un symbole beaucoup plus large encore. Je pense à la grue qui se trouvait au massif occidental de la cathédrale de Cologne et qui, depuis la fin du Moyen Âge, et qui n'a été déposée que dans les années 1880, au moment où la cathédrale de Cologne a enfin été achevée. Et le dépôt de la grue montrait aussi l'achèvement de l'Allemagne, en quelque sorte. Et puis, tous les jours, je passe devant la grue du Panthéon, que j'avais vu croître, se développer, que je voyais se mouvoir mystérieusement de temps en temps le matin très tôt. Je voyais déposer d'énormes blocs aussi. Et je me suis dit tout de même qu'il serait intéressant d'avoir quelque chose sur la grue. Jean-François Bellost, ses multiples formations, par ses travaux, par ses recherches et surtout ses découvertes très originales, je pense à tout ce qu'il a écrit sur l'histoire de la métallurgie euh, sous l'Ancien Régime, et en particulier à la fin du XVIIIe siècle. Il expose par exemple, contrairement à tout ce que l'on raconte dans les livres, que la France était un grand pays métallurgiste, plus important encore que la Grande-Bretagne peut-être, mais que ça ne se voyait pas parce que l'industrie métallurgique était diffuse sur l'ensemble du territoire à cause du fait qu'on trouvait du bois partout. Comme on trouve déjà du fer partout, on trouve, ça allait de soi, mais on a du bois partout, contrairement à la Grande-Bretagne. Donc une industrie métallurgique qui était diffuse. D'ailleurs, l'industrie métallurgique est réapparue au début du 19e siècle, après le milliard des émigrés, lorsque la grande aristocratie revenant de Grande-Bretagne est marquée par les expériences anglaises, ne sachant pas quoi faire des bois qu'elle avait à sa disposition, a entrepris de construire de hauts fourneaux. Et on s'est mis à produire d'énormes quantités de fer qu'on a réinjecté en particulier sous forme de fonte dans l'architecture du 19e siècle. C'est tout cela que démontre, expose Jean-François Belloz. Donc ce sont des travaux extrêmement originaux qui servent à tout le monde, à l'histoire de l'industrie, à l'histoire de l'architecture, à l'histoire tout court. Donc il acceptait de nous parler de la grue. Je l'en remercie encore et cher Jean-François, je te laisse tout de suite la parole. Merci Jean-Michel. Oui, en effet, c'est un défi. C'était un défi. Jean-Michel, on se connaît depuis fort longtemps, m'a dit un jour, nous organisons des conférences à l'école des Chartes, en gros sur le thème suivant, un objet. Est-ce que si cet objet n'existait pas, le monde aurait été différent? Eh bien, par exemple, la grue. Alors, j'ai été un peu interloqué parce que la grue, certes, j'en ai vu, j'en ai un petit peu rencontré, mais je n'avais jamais imaginé que ça puisse faire un sujet d'histoire. Donc j'ai résisté. J'ai proposé d'autres objets. Jean-Michel a tenu bon, il a dit non, non, ça sera la grue. Et au fond, il a eu raison parce que la grue est en effet un objet tout à fait intéressant, tout à fait à multiples facettes et assez méconnu. Donc je me suis lancé. Bon, en fait, cette conférence devait avoir lieu en janvier. Les circonstances ont fait qu'elle a été repoussée. Bref, j'ai eu un peu de temps pour accumuler des informations. J'ai même pris l'habitude de regarder les paysages urbains uniquement à travers la présence ou non de grues. Quand on commence à devenir un peu obsédé par un sujet, on ne voit plus que ça, alors que il me semblait qu'elles étaient très rares. Eh bien, en effet, elles sont tout à fait
nombreuses, et je finirai mon propos sur cette espèce de panorama personnel. Et puis, en travaillant en histoire des techniques, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait des choses tout à fait intéressantes à dire en faisant de l'érudition. Alors, bon, je dois dire que c'est une érudition bibliographique qui essaye de traiter le sujet en très longue durée. Je suis un grand amateur du minutier central. Je ne me suis pas encore lancé dans le minutier central sur ce sujet-là. Peut-être trouverait-on des choses, mais l'érudition pourra être continuée. Je crois que justement, c'est tout à fait intéressant de faire cette conférence pour non seulement faire un état des lieux, mais inciter à poursuivre. J'ai eu la chance aussi d'avoir des réactions d'auditeurs qui, du reste, me disaient « Nous sommes désolés, il y en a deux, nous ne pouvons pas être présents le 4 mai. » Alors j'ai répondu, mais non, ça ne sera pas le 4 mai comme c'était prévu, mais ça sera le 20 mai, donc vous pourrez venir. Et ça m'a permis, grâce à ça, de faire la connaissance de Léonore Losserand, que je vois au fond de la salle, et qui s'est intéressée au sujet sur un chantier tout à fait passionnant, qui n'est pas celui dont je vais parler le plus tout à l'heure, à savoir celui de Saint-Sulpice. Et donc, grâce à une documentation qu'elle m'a transmise, j'ai pu enrichir, pas plus loin que la semaine dernière, mon propos. Alors, j'ai commencé, comme tout bon chercheur expert, par faire Histoire de la grue Wikipédia. Je n'y connaissais rien, ou presque. Et je me suis rendu compte que ce qu'on avait surtout, ce sont des informations et de l'iconographie médiévale. Ce sont les médiévistes qui ont, en travaillant sur le chantier, en travaillant en archéologue, fait émerger en quelque sorte l'importance du sujet levage de poids de pondéreux pour pouvoir élever des bâtiments de plus en plus hauts. Donc je me suis dit, bon, je vais travailler depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque très contemporaine. Ce balayage, je vais le faire évidemment en images et commencer par conséquent par le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, je n'ai pas trouvé jusqu'alors de textes et de travaux partant de textes qui identifient cet engin de levage et le qualifient par un nom. Lorsqu'on travaille en histoire des techniques, la dénomination des engins est tout à fait importante et il faut après y trouver une définition, ce qui est d'ailleurs des fois source de malentendus et de quiproquos. L'essentiel de ce qu'on trouve, ce sont des images, des miniatures, et des travaux qui émanent d'archéologues qui ont fait des reconstitutions pour voir comment se pose le problème du levage des grosses pierres dans les chantiers et à partir justement des images, essaye de comprendre comment ces machines fonctionnaient. Alors, bref, résultat de cette étude, certaines images nous montrent, et c'est d'abord plutôt celle-là qu'il faudrait montrer, excusez-moi, du levage de matériaux, ce sont des pierres, c'est mortier, c'est de l'eau, à dos d'homme, et en utilisant des échelles. Donc c'est évidemment la première façon de lever ces pondéreux, ce qui suppose de mettre contre la bâtisse des échafaudages. Et on voit tout de suite émerger
ce constat évident d'une certaine manière que on ne peut pas parler d'engin de levage sans étudier aussi ou mettre en correspondance cette perspective, ce point de vue avec celui de la construction des échafaudages. Donc l'image que j'avais montrée précédemment, elle nous montre en même temps, disons, la possibilité de monter à dos d'homme des pierres et en utilisant des échelles, mais aussi à l'arrière-plan une machine qui utilise, on ne le voit pas, un treuil et qui permet donc en disposant au bout d'une perche une poulie de soulever des engins, des matériaux. Une des plus belles représentations qu'on voit du reste très souvent dans ces articles anciens, enfin ces références anciennes, c'est une miniature conservée à la Morgan Library de New York qui nous montre un engin sur lequel il est intéressant de dire quelques mots parce que, en quelque sorte, le principe de ce qui par la suite va devenir la grue est présent. Que voit-on? On voit un câble qui s'enroule autour d'un treuil qui est dans le plan perpendiculaire à l'image et qui passe sur deux poulies qui sont installées sur une sorte de potence. Donc, le treuil est actionné par une grande roue qu'on appelle une roue ou un tympan et qu'on appelle aussi parfois une roue à écureuil puisque on connaît encore ces roues ludiques qui marchent avec la force et le poids, en l'occurrence d'un animal, mais ça peut être un homme qui marche et qui, par son propre poids, actionne cette roue. Donc ici, on a le principe de ce qui va par la suite devenir la roue qui est résumé. Le poids qu'on va soulever à droite va être soulevé grâce à la force humaine et en l'occurrence très largement le poids de l'homme qui monte à l'intérieur de cette roue. Et il va y avoir un démultiplicateur de force qui correspond à la proportion, le rapport entre le diamètre du treuil et le diamètre de la roue. Ces roues font souvent 5 mètres, alors que les treuils font 10 à 12 fois moins. Donc le rapport est de 1 à 10 grâce à ce principe. Donc poulie, treuil, grande roue à tympan, ça nous donne le principe de cet appareil de levage qui existe dès le XIIIe siècle, tel qu'on le voit ici. Une autre image un peu correspondante, enfin du même genre, avec cette potence, cette poulie, mais là on ne voit pas le treuil, et celle-ci qui n'est pas datée, du moins dans ce qu'on peut trouver facilement sur Internet. Je suis très franc, je veux dire, c'est une recherche faite à partir d'Internet. Bon, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir ensuite le critiquer, et évidemment ensuite aller au-delà. Je pense que ça fait partie des méthodes modernes, mais surtout pas évidemment s'y tenir et surtout pas ne pas surtout conserver son esprit critique. Alors l'autre méthode, enfin l'autre champ de recherche possible, c'est celui des archéologues mis en œuvre par les archéologues qui ont fait des reconstitutions d'engins. Alors, le plus ancien, c'est une machine qui a été
reconstitué sur le fameux chantier de Guédelon, dans l'Yonne, et plus récemment, en 2008, alors ça fait partie des contacts établis justement grâce à cette conférence, Arnaud Timbert à Noyon, avec l'équipe qui l'anime autour de l'histoire de la cathédrale de Noyon, l'équipe a reconstitué un engin, on pourrait dire, qui s'appelle parfois grue, qui en 2008, et leur propos a été principalement d'essayer de voir quel était le travail humain et l'efficacité de cette machine. Le travail humain nécessaire et l'efficacité de cette machine. Ils se sont rendus compte qu'un homme pouvait de 50 kilos, c'est-à-dire pas très lourd, soulever 1 tonne par heure sans fatigue, on peut dire, de façon tout à fait simple, en marchant tranquillement dans la roue. Et un autre résultat que je n'ai pas indiqué ici, c'est que la machine en question, pour qu'elle puisse être utile, devant être démontée d'une partie à l'autre du chantier en fonction des besoins, elle a une fixité relative, disons. Il est très important de savoir combien de temps on met à la démonter et à la remonter. Et ils se sont rendus compte qu'une équipe de 5 charpentiers, permet de dire que ce travail-là est un travail essentiellement la construction de machines de charpentiers, les mêmes qui font les échafaudages. Eh bien, une équipe de 5 hommes, en 20 heures, démonte et remonte à un autre endroit du chantier. Donc on peut utiliser la machine à différents endroits de façon relativement efficace. Dans le langage moderne un peu systématique, les engins qu'on a vus jusqu'alors, qui peuvent être parfois qualifiés de grues médiévales, on parle aussi des fois de roues à carrier, enfin il y a un langage qui est assez peu stabilisé. Dans le langage moderne, ça s'appelle une chèvre. C'est assez drôle de voir qu'on va parler de grue, l'animal, là c'est un autre animal, c'est la chèvre. Autant pour la grue, on peut comprendre pourquoi on l'appelle grue, pour la chèvre, je ne vois pas encore tout à fait le rapport avec l'animal, mais enfin, bon, ça s'appelle une chèvre. Et une chèvre, donc, c'est un engin un petit peu plus compliqué que celui qu'on a vu tout à l'heure d'une simple potence horizontale. C'est constitué d'une échelle qui est oblique et qui va être... le fardeau va être monté soit par le moyen d'une roue, ce qu'on a vu tout à l'heure, soit par un levier qu'on actionne avec toujours le même principe d'une démultiplication de la force. Donc oblique, une poulie au bout, le fardeau descend et relié à un treuil. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'apparaît le mot grue, enfin dans ce que j'ai pu constater. J'ai tout à l'heure bien explicité que je n'avais pas regardé les textes médiévaux et trouvé des choses déjà faites. J'ai interrogé tout récemment des collègues travaillant sur la construction au XVIe siècle. Ils ne rencontrent pas le mot grue dans leur texte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais jusqu'alors, ce n'est pas un terme qui a été identifié. En revanche, dans le Wikipédia et autres, on voit systématiquement cette mention. On voit apparaître le mot grue dans un traité de mathématiques de Jacques Ozanam de 1691, qui nous donne un dessin et un texte donc, que j'ai regardé attentivement, qui n'est pas très long,
et qui, curieusement, n'a rien de mathématique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun calcul qui est fait. Il est au chapitre de la mécanique. Et Ozanam, dans cet ouvrage de mathématiques qui décline en particulier une partie mécanique comme relevant des mathématiques, simplement, la seule chose qu'il dit que c'est une machine très importante, la grue est une grande machine qui sert dans les bâtiments pour élever de gros fardeaux par le moyen d'une roue que des hommes peuvent faire tourner en la tirant par le dehors ou en marchant par le dedans. Cette roue est appelée tympan. Donc elle est impressionnante, cette machine. On va la décrire, mais on ne fait aucun calcul mécanique. Le texte est purement descriptif et la description s'applique à montrer qu'il y a un certain nombre de parties qui ont tous leur fonction. Alors, ce qui est très important dans ce dessin, qui correspond donc à l'apparition telle que jusqu'alors j'ai pu la constater du mot grue, c'est que l'engin, contrairement à tout ce qu'on a vu avant, est pivotant. Et alors là, on voit des choses qui correspondent à ce que on connaît de la grue moderne et de ses propriétés. C'est ce qui permet de dire que les engins d'avant ne sont pas à proprement parler des grues, ils ne pivotent pas, ça n'a pas les mêmes avantages. Donc la grue, à mon avis, doit pivoter. Elle doit pivoter parce que sa fonction, ça va être de pouvoir, et c'est essentiel, monter un fardeau et ensuite le déposer à l'issue d'un mouvement oblique à quelque distance de la trajectoire verticale empruntée par le fardeau initialement. Et ça, c'est tout à fait important dans la construction, d'avoir cette possibilité. Et surtout, lorsqu'on va avoir des poids de plus en plus lourds, de pouvoir faire ce mouvement. Alors, pourquoi grue ? Les gens du XVIIIe siècle disent, un certain nombre de traités, on l'appelle grue à cause de son long col, enfin on appelle ça une volée, la partie qui monte, qui ressemble à celle du col d'une grue. Alors je me suis dit, mais moi je ne vois pas une grue comme ça. J'ai regardé comment on dessinait la grue, ou représentait la grue au XVIIIe siècle, en particulier Buffon. L'animal est représenté avec une grue, avec un col vertical, pas cette forme penchée. Donc, s'ils ont décidé d'appeler cet engin grue à cause de la forme de son col, c'est que ça devait correspondre à une manière de voir la grue. Alors, en regardant cette image, j'ai peut-être un peu compris. Il y a le fameux combat des pygmées contre les grues, qui est une chose de l'Antiquité, qui est repris au Moyen-Âge, donc dans le livre de merveilles de 1480, et on voit les grues à gauche, qui sont en fait comme moi je vois plutôt des jarres, enfin l'attaque des oies, avec le col penché. Donc là, je reconnais une grue, mais là non. Bon, alors il est probable que au moment où le terme grue est apparu, il y avait cette vision de la grue un peu équivalente à celle qu'on a, nous, du jarre dans notre monde actuel, qui explique la façon donc de mettre en rapport les deux choses. Autre chose très importante à essayer de voir, c'est à quel moment est apparue la grue pivotante. Je vous ai dit, je la vois fin 17e, donc elle existe fin 17e, mais au 14e, elle ne pivote pas apparemment.
entre deux, il y a le temps de la voir apparaître. Et il y a des images tout à fait, quand on fait le tri des images sur ces engins de levage qu'on récolte sur Internet, on peut les classer. On peut les classer par date, par forme. Et il y a toute une série qui correspond à des miniatures qui représentent la construction de la tour de Babel. Donc là, on voit très bien, il s'agit de construire des édifices de plus en plus hauts et de se poser le problème, plus ils sont hauts, comment résoudre le levage sur des bâtiments de plus en plus hauts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1380, on a ce type d'engin, donc qui ressemble à la chèvre avec une potence dressée, ce que l'on peut voir dans les reconstitutions archéologiques. Et lorsqu'on est ici, on a une image que j'ai trouvée presque par hasard, sans référence, sans rien du tout, où je me suis dit, mais là, on a une grue pivotante. On a la grue d'Ozanam, plus ou moins complète, qui est déjà existante sur cette miniature qu'on peut peut-être penser dater des environs de 1500. Donc, si ça se trouve, la grue pivotante existe déjà à ce moment-là, à moins que cette image soit un faux, je ne sais pas, enfin, mais en tout cas, elle pose problème. Et dans celle-ci, qui est là pour le coup bien référencée, la Mazarine, construction toujours de la tour de Babel, toujours fin 15e, j'ai le sentiment qu'on a la base de la grue pivotante. On n'a pas tout l'engin, disons. Il me semble qu'on a la base d'une grue pivotante. Et puis je vous montre aussi cette image archi-célèbre qui montre un autre usage des grues que celui du bâtiment, qui est l'usage dans les ports, avec donc le marché du vin dans le port de Bruges, où on a une grue qui a vraiment une forme là, avec une volée montante, et peut-être la possibilité de pivoter. Ce qui est sûr, c'est que l'ingénieur architecte Brunelleschi, pour le dôme de Florence, donc chantier exceptionnel, a inventé, dessiné, mis en œuvre des grues qui annoncent la grue d'Ozanam. Donc ça nous fait, là, ça serait tout à fait vraisemblable, une filiation entre les gens du XVIIe siècle et les ingénieurs de la Renaissance, ingénieurs constructeurs de la Renaissance, avec une grue à contrepoids et une grue et un engin, donc là, voilà, en passant, un engin pivotant avec un mécanisme. Donc on voit que derrière la question du pivot, il y a un problème de mécanique qui se surajoute à celui de la résistance du bâti à des fardeaux de plus en plus lourds. Donc équilibrer bien au niveau charpenterie le bâtiment. En plus, il faut que ça pivote, donc on a des choses mécaniques. Et là, il invente un système qui va servir en fait pour poser la partie supérieure du dôme, donc qui a été reconstituée. Alors on arrive après Ozanam au XVIIIe siècle, au grand chantier parisien, où là, la documentation devient plus importante et nous permet de rentrer davantage dans le sujet, avec donc, grâce à Léonore, le dossier de Saint-Sulpice, avec cette image tout à fait intéressante, première moitié du XVIIIe, au moment de la reprise du chantier, pensiez-vous, où on voit deux grues, et surtout, ou parallèlement à ça, un dossier conservé aux archives de l'école des ponts et chaussées
qui correspond à une étude qui est faite en 1749-1750 du problème du levage sur le chantier de Saint-Sulpice, conduit par on peut dire des jeunes ingénieurs, des élèves ingénieurs même, qui donc font des mesures très précises autour de la question du poids que peuvent lever les 4 grues qui sont installées et du temps que nécessite une opération de levage, d'accrochage, montée, décroché, etc. Tout ça en vue d'améliorer l'efficacité du dit travail. Donc c'est un dossier assez conséquent, mais rassemblé dans le temps, avec donc ces études et ces constats, dont le but, nous dit Léonore dans son article, puisque ce travail est sous presse, sauf erreur, donc il pourra être lu sous peu, donc colloque Histoire de la construction. Le but est d'améliorer l'efficacité du chantier. Donc on retrouve un petit peu la préoccupation d'Arnaud Timbert qui essayait de voir combien de temps il faut, non seulement quelles sont les masses maximum possibles, mais aussi qu'est-ce que ça représente. Donc il y a toute une partie évidemment économique qui se mesure en coût de la machine, mais aussi temps de travail nécessaire, avec combien d'hommes en bas, en haut, etc. C'est ce que les ingénieurs des ponts réalise. Et alors ce dossier, le fait qu'il soit à l'école des ponts et chaussées, nous fait mettre le doigt sur une chose très importante, c'est que la question du levage dans les grands chantiers est une question qui est traitée par les architectes d'une part, mais aussi par les ingénieurs, et notamment les ingénieurs des ponts et chaussées. Et il y a une collaboration entre les architectes et les ponts et chaussées qu'on va retrouver sur le Panthéon, qui est visiblement en place ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les 4 grues, pardon, dont on en voit 2 ici, ont été conçues par l'ingénieur de Cessart, qui est connu par ailleurs parce que c'est celui qui a fait plus tard le pont des Armes. Il est tout jeune à ce moment-là, il est élève ingénieur et il est chargé. Et c'est lui qui fait les dessins de ces grues. Alors, voici donc des documents du dossier, enfin des reproductions pardon, du dossier conservé à l'école des ponts, qui nous montre d'une part le mémoire rendu par l'ingénieur, sous-ingénieur qui avait fait, il s'appelle comme ça, qui avait fait l'étude, et son carnet d'expérience, donc quelque chose de très systématique sur ce travail. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ces images en rapport avec ce qu'on trouve sur la construction du pont royal d'Orléans, du pont d'Orléans, le grand pont d'Orléans, pont Saint-Georges, je crois qu'il s'appelle, en 1755. Un pont évidemment majeur, traversée de la Loire, c'est la route de Paris, disons. Et donc ça, c'est une grue qui est posée pour la levée des cintres, et c'est une grue tout à fait du même type. Donc on entrevoit que les grues utilisées sur les grands chantiers de construction sont des grues qui ont un rapport avec celles qu'utilisent les ingénieurs des ponts et chaussées, entre autres pour la construction des ponts. Donc le rapport, c'est on peut à travers ça avoir un dossier ou un sujet sur lequel on voit le rapport ingénieur-architecte au XVIIIe siècle, qui est connu par ailleurs, enfin, quand on pense par exemple à l'école de Blondel, l'école des arts, où il y avait à la fois les ingénieurs et les architectes qui se formaient sur les mêmes bancs. Donc je ne peux pas ne pas évoquer le créateur de l'école des ponts, Jean-Rodolphe Perronnet,
qui lui-même a construit le pont de Neuilly plus tard, et dans ses ouvrages a décrit, c'est un des sujets qu'il étudie le plus, la construction du pont d'Orléans, du pont royal d'Orléans. Alors on arrive au Panthéon. Alors, le Panthéon, c'est le point d'orgue de l'affaire, non seulement par son actualité, mais aussi par l'histoire. Donc cet ouvrage, ce monument absolument énorme et qui va poser un problème considérable au niveau de la construction, parce que il est un petit peu audacieux, on peut dire. Par parenthèse, on l'entrevoit ici, mais on pourrait parler des heures du Panthéon, mais il est à la fois référence à la néoclassique, à la construction antique, mais aussi à la construction médiévale. Et en fait, le principe de la construction de ces trois dômes, ils tiennent que parce qu'il y a la pose d'arcs-boutants cachés. C'est-à-dire exactement le même principe que celui adopté à Florence. Donc, toutes sortes de problèmes constructifs qui se posent à propos du Panthéon, et notamment de la construction de ces trois dômes superposés, consécutifs entre autres au poids énorme que représentent ces dômes, et un chantier qui n'en finit pas. Et ça va commencer, la première pierre va être posée en 1764 et le dôme sera achevé en 1789. Entre-temps, Soufflot décède en 1780. Donc toutes sortes de difficultés. Des problèmes d'argent pour commencer, comme déjà je crois à Saint-Sulpice. C'est une entreprise qui fonctionne grâce aux loteries. Donc un chantier très compliqué à tout point de vue, et de ce point de vue passionnant, et qui reste passionnant aujourd'hui parce que les restaurations se succèdent les unes après les autres, et donc ça en fait un objet archéologique. Enfin, moi je vois les sujets de restauration de monuments historiques comme étant l'occasion de faire de l'archéologie du bâti, lorsque les architectes en charge permettent de le faire, c'est-à-dire adoptent aussi ce point de vue, ce qui est le cas d'un certain nombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait que ce chantier du Panthéon a donné lieu à la mise au point de grues, dont on a pu dire après qu'elles avaient été absolument indispensables à la réalisation de l'édifice et principalement à la construction du dôme. Donc, pas de grue, pas de Panthéon. Alors, la chose est un petit peu plus compliquée évidemment que cette formule, et ce qui est donc de ce point de vue plus intéressant. Il y a eu en fait deux types de grues successivement qui ont été adoptées au Panthéon. La première, elle a été installée, construite autour de 1764, c'est-à-dire au moment où on commence le chantier, pour construire, entre autres, les 4 piliers destinés à porter ultérieurement la couverture. Et il y a une grue qui est conçue à ce moment-là et construite par un gars qui s'appelle Brûlé, qui est maître charpentier des ponts et chaussées et des hôpitaux de Paris. La gravure de la BN qu'on voit ici porte la date de la mise au point de cette grue de 1763, c'est-à-dire au moment où démarre la construction de l'édifice. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que la gravure est assortie d'un avis, pas facile à lire à l'écran parce que la reproduction n'est pas patente, mais j'ai pu le transcrire. Et bon, on n'a pas le temps de tout lire, mais j'indique quelques mots. Donc probablement une gravure
sorti dans la fin des années 1760. Cette grue fait le service du dôme et porte les pierres de poids quelconque jusqu'à 120 pieds de distance et les peut porter jusqu'à 60 pieds de hauteur. Elle est construite de manière que les pierres étant montées à tel degré de hauteur qu'on a jugé à propos restent fixes sans aucun secours de la main d'homme et les garantit de danger en donnant toute la sûreté possible dans leur vie et facilite par le même moyen leur manœuvre. Donc la question de la sécurité, c'est-à-dire que la pierre tombe pas et qu'elle n'écrase pas quelqu'un, est bien en présente. Le mécanisme est observé avec tant de précision dans la composition et l'exécution de cette belle machine un seul homme de moyenne force la fait tourner même lorsqu'elle est chargée d'une des plus pesantes pierres. La beauté de sa composition et le service qu'elle rend à cet édifice fait l'admiration des artistes, dont plusieurs nous ont engagés de la graver comme un usage très utile, digne de donner au public et de rester à la postérité. Donc le dessin réalisé par Brûlé a été gravé peu à la fin des années 1760 pour qu'elle reste à la postérité. Et heureusement pour lui, parce que très vite, elle s'est avérée ne pas être satisfaisante. Juste là, j'ai fait quelques comparaisons. Donc la grue, elle est tout à fait du principe de la grue d'Ozanam. Hein, on retrouve, sauf qu'elle est beaucoup plus importante. Bon, les tailles, j'arrive jamais à m'en rappeler, mais en taille, elle est énorme, cette grue. Si je retrouve mon truc facilement, je vais vous le dire, je l'avais là tout à l'heure. Grue de Brûlé, elle fait 9 mètres de volet, ce qui est bon, 9 mètres de volet, pas loin de 10 mètres. Et ce qu'on peut voir aussi, sauf que ici, ma légende ne ressort pas, j'ai dû couper trop vite, mais c'est qu'elle ressemble beaucoup, ça c'est la grue de Brûlé, à une grue qui a été construite, et dont parlerons de là ultérieurement, pour la construction de l'école de chirurgie. Donc toute une série de grues sont construites à ce moment-là, dont celle sur le même modèle que celle d'Ozanam et qui correspond aussi à celle de Saint-Sulpice, avec simplement des tailles différentes. On va vers le gigantisme. Et celle de Brûlé, elle est particulièrement grande et d'un mécanisme particulièrement soigné, dit-on, à ce moment-là. Je vous montre là une image du Panthéon, une photo que j'avais prise, et une évocation. Donc, on voit les dômes, on voit les arcs-boutants, vous connaissez, on n'a pas le temps d'en parler plus. Simplement, j'évoque, parce que j'ai ressorti ces images-là, une visite que j'avais faite du chantier il y a quelques années avec déjà l'architecte Lefebvre dans le cadre des cours qu'on fait à l'école de Chaillot. Et ça avait passionné les étudiants. Et le sujet était, et c'est une parenthèse, sur une autre question du Panthéon, c'est celle de l'importance des armatures en fer. Donc, le Panthéon présentant de façon récurrente des difficultés, on travaille sur les fondations, on travaille dès 1800, et on a déjà eu des reprises en sous-œuvre, enfin des reprises de fondation plutôt, faudrait dire, en sous-œuvre c'est peut-être un peu. Une des questions posées, c'est le rôle du néfaste, en l'occurrence, ou supposé néfaste, de l'usage des chaînages de fer. Alors, la réalité, elle est probablement pas tout à fait celle-là, c'est que comme il y a des fissurations liées, entre autres, à la question des fondations, eh bien les ferrailles apparaissent, et donc avec l'humidité, elles se corrodent. Mais quand elles sont ce qu'elles devraient être noyées dans la maçonnerie, le problème ne se pose pas. C'est donc les fissurations qui donnent. Et bon, on a dit aussi la qualité des fers. Enfin, il y a tout un débat qui reste ouvert et qui est passionnant. Et sur ce sujet-là, juste, il y a ce très beau dessin très connu qui nous montre le cerclage, les 3 cerclages du dôme, et qui est conservé à l'école des Ponts et Chaussées. Et pourquoi est-il conservé à l'école des Ponts et Chaussées ? Eh bien, de la même façon que pour Saint-Sulpice,
le Panthéon a donné lieu à des échanges entre l'architecte Soufflot et bientôt Rondelet et Peyronnet, entre autres, et les ingénieurs des ponts et chaussées. Et lorsqu'en 1770 s'est posé le problème de enfin attaquer les dômes, parce que jusqu'alors on était arrivé simplement en haut des piliers, et qu'il y a eu un grand débat de savoir si ce n'était pas de la folie, l'opposition étant conduite par Patte, eh bien Soufflot a eu l'appui de Peyronnet. Il y a une lettre de Peyronnet dans la série O1 qui dit « Vous avez tout à fait raison » et qui d'ailleurs fait référence au modèle de l'architecture gothique à Arc-Boutan. Donc, et ils ont aussi encouragé les cerclages. Enfin, les ingénieurs, bref, ont donné leur avis à l'équipe, leur avis positif à l'équipe Soufflot-Rondelet lors des grands débats des années 1770, au moment où on se décide enfin à construire le dôme. Alors voilà par parenthèse ce qu'on voit quand on visite le Panthéon de ces ferraillages tout à fait importants. Donc, il faut dire que c'est un bâtiment en pierre armée. Enfin, certains utilisent ce genre d'expression. Mais alors, il n'y a pas que ça, et c'est ça que je découvre grâce à l'histoire de la grue. Il n'y a pas que la question du ferraillage qui fait l'objet d'innovation, de discussion, autour justement de la réalisation finale avec la construction des 3 dômes. C'est celui de la conformité, de l'adéquation de la grue existante, celle de Brûlé, à la réalisation du dôme. Et c'est là qu'apparaît Jean Rondelet, alors je rectifie grâce à vous, et non pas Jean-Baptiste, donc 1747-1829, donc fils de maçon, embauché de Lyon, sauf erreur, hein, Lyon, embauché comme dessinateur par Soufflot. J'ai lu, toujours Wikipédia, vous m'excuserez, mais évidemment je lirai davantage avec... Bien sûr, il ne faut pas s'en tenir là, mais qu'il était passé dans l'école de Blondel, l'école des Arts. Il était embauché comme dessinateur, mais aussi comme architecte en retraite. Non, mais avant d'être en 1700, il est venu à Paris vers 1764. Il aurait fréquenté l'école des Arts de Blondel, où il côtoyait des ingénieurs des ponts. Le début du chantier ne donne pas grand renseignement sur ses débuts, mais je pense qu'il fréquentait et le chantier du Panthéon et l'école de Blondel en même temps. Ce qui veut dire que là, c'est ça que je voulais essayer de comprendre, il a dû avoir à côté de lui, dans cette école, des élèves ingénieurs des ponts. C'est-à-dire donc un échange ingénieur-architecte qui est dans sa formation initiale. Alors, il est dessinateur, ensuite chef de travaux, en gros, et puis il prend la suite en 1780 de Soufflot. Mais lorsqu'il se pose la question, donc en 70, de la réalisation ou non des dômes, il paraît avoir joué un rôle déterminant pour encourager Soufflot à poursuivre, à prendre le risque, contre un certain nombre d'architectes et avec l'appui des ingénieurs des ponts. Donc on pourrait imaginer qu'il a eu un rôle de conseil dès ces années-là. Mais par contre, ou par ailleurs, ce qui est sûr, c'est qu'il a critiqué très vivement la grue de Brûlé en disant « Nous ne pouvons pas réaliser le dôme ou les dômes tels qu'ils sont et monter les pierres comme nécessaire avec la grue en question. Elle va s'effondrer. Si on porte trop lourd
au bout de la volée, vu sa taille, elle va basculer dès que le poids va arriver à quelque chose de l'ordre de 2 tonnes. Donc ne prenons pas ce risque. Et il va concevoir une nouvelle grue. Alors il va étudier exactement de la même manière que les ingénieurs de Saint-Sulpice. Il va faire des mesures, des études sur les grues pour voir quelles sont les bonnes proportions à respecter et voir quels sont les avantages et les inconvénients des grues préexistantes, celles du modèle Ozedam. Et il va mettre au point cette grue-ci. Et cette grue-ci, c'est elle qui va donc servir aux constructions du dôme. Enfin, il va y en avoir jusqu'à 7 qui vont être mis en œuvre entre 1770 et quelques et 1789, et surtout 4 qui vont travailler au niveau du haut des piliers pour la réalisation du dôme. Dont les particularités, enfin ce qu'il dit, c'est que grâce à cette grue, l'effort porté sur la volée est moindre grâce à l'espèce d'aubanage. Deuxièmement, elle est conçue de telle sorte que le centre de gravité, y compris lorsqu'on a des poids de l'ordre de 2 tonnes, est en arrière de l'arbre, du poinçon, enfin, ou au niveau du poinçon et non pas devant, ce qui évite le basculement. Donc une question d'équilibrage. Et puis il introduit une chose mécanique nouvelle, qui est que la volée n'est pas de dimension fixe. C'est-à-dire que la charge peut en fait être rapproché du poinçon, enfin le poinçon c'est ça, hein, la partie pivotante. Autrement dit que on a un système dont je n'ai pas d'ailleurs tout à fait compris le fonctionnement, qui permet, comme dans une grue moderne, de pouvoir se balader pour être plus ou moins loin du poinçon. Et c'est ainsi que la volée, elle peut être entre 6 et 3 mètres. Elle peut être réduite de moitié. Et alors, c'est très intéressant. Enfin, c'est ce qu'il dit, et c'est évident. C'est que le fardeau, il est soulevé, il pivote, et ensuite, il peut reculer pour être posé. Donc, un engin beaucoup plus mécaniquement perfectionné, en effet, et plus stable que les précédents. Alors, c'est un engin dont on a des dessins dans le tome 4 de l'art de bâtir, et qui est décrit ultérieurement par un certain nombre d'auteurs, Hachette, Traité de mécanique, Bornis, le mécanicien d'origine italienne, qui écrit beaucoup sur ces questions de levage au début du 19e, 1818 entre autres, et après 1840, et qui donc donne des indications précises, parce que la grue, en 1818, de Rondelet est toujours en activité sur les travaux à l'époque du Panthéon. C'est-à-dire qu'elle est en fin de parcours à ce moment-là, mais elle reste. C'est assez intéressant quand on compare le traité de 1818 de Bornis et celui de 40. En 18, il dit elle est encore formidable, elle est encore là. En 40, il hésite un peu. Mais c'est une vingtaine d'années plus tard, et en effet, elle commence à présenter un certain nombre d'inconvénients. Alors, j'ai trouvé cette image que je trouve tout à fait extraordinaire, du même type que celle de tout à l'heure médiévale, sans légende, sans rien, et où on voit 4 grues ou 3. Alors, elle est très enfin, elle pose problème, elle est incongrue. Ce ne sont pas les grues de Rondelet. Or, normalement, ce sont les grues de Rondelet qui étaient à ce niveau-là pour l'élévation du dôme. Ce sont les grues de Brûlé. On les reconnaît. Et en principe, il n'y en avait qu'une. Et au début, elle a travaillé pour lever à partir du sol les pièces des piliers, les pierres des piliers.
Donc, une fois de plus, bon, mais ça montre l'intérêt de la recherche et de poursuivre les choses. Une fois de plus, une image qui interloque et qui amène, excite la curiosité et amène à réfléchir sur et à poursuivre l'investigation. Parce en gros, elle colle pas. Moi, j'aurais attendu, je répète, des grues de Rondelet. Et cette chose-là, enfin cette question-là, nous introduit aussi sur une question qui est fondamentale et qui reste ouverte, c'est celle, je l'ai dit, des échafaudages. Moi, les échafaudages, je m'y étais intéressé plutôt pour le 19e siècle, en particulier la fameuse à l'Oblé, hein, il y a un échafaudage avec des maquettes au musée des arts et métiers qui sont tout à fait intéressantes. L'échafaudage, si vous allez voir Anne-Laure Carré en face de moi, donc qui s'occupe précisément des collections du musée des arts et métiers, toute la section construction, il y a énormément de maquettes qui sont des maquettes d'échafaudage. C'est-à-dire on voit la caractéristique essentielle, enfin l'importance, de l'échafaudage dans le chantier. Celui de la Halle-Aublé était célèbre. Mais celui-là est tout à fait aussi extraordinaire, l'échafaudage conçu par Rondelet, justement, à peu près sûrement, pour la réalisation des dômes. Et on voit très bien que les engins de levage sont mis sur la partie basse du grand échafaudage, enfin non, pas la partie basse, sur le haut du premier échafaudage, celui-là, mais qui est en effet en bas des dômes. Au total, sauf erreur, il y a 8 niveaux qui font chacun, on a un texte là pour le coup, un conte de charpenterie. Je disais que je n'avais pas trop regardé les archives. Ça, si, les archives de la série O1, je l'avais regardé avant. Donc, c'est échafaudages, 8 échafauds de 12 pieds chacun, 4 mètres. Ils sont 4 mètres en 4 mètres. Et donc, les grues sont posées en haut du premier grand échafaud. Et c'est elles qui vont donc pouvoir jouer, en principe 4, pour la construction des 3 dômes. Donc normalement, l'image qu'on a, je répète, on devrait avoir en haut de l'échafaud des grues de Rondelet, et on n'a pas ça, mais bon, comme on ne sait pas exactement quand les grues de Rondelet ont remplacé les grues de Brûlé, il est possible que ça corresponde justement à cette phase terminale des grues de Brûlé. J'en ai fini sur le chantier du Panthéon, mais vous voyez qu'il donne lieu à 2 innovations, enfin 2 types de grues successives. Une grue monumentale d'un type qu'on connaît dès la fin du XVIIe et qui existe sans doute avant, et puis une grue tout à fait nouvelle, dont une des particularités est d'introduire un mouvement supplémentaire qui est celui du transport du fardeau le long de la volée. Donc on voit la grue moderne en quelque sorte qui devient de plus en plus présente. Alors je voudrais maintenant, par une série d'images, évoquer les transformations ultérieures du XIXe siècle, enfin, l'évolution ultérieure du XIXe siècle, avec des images, quelques éléments de réponse et beaucoup de questions. La grue ne va pas servir à la construction des bâtiments, et des bâtiments notamment de grande hauteur et qui nécessitent le transport de fardeaux lourds, donc en particulier de grosses pierres qui peuvent aller, alors je ne vais pas donner les dimensions, mais ou les tailles, enfin les dimensions, on a des blocs de 1 mètre cube et des poids qui peuvent aller jusqu'à 3 tonnes, 3 tonnes et demie, donc c'est pas rien à manipuler et à monter, on comprend le problème. Donc ces grues qui s'améliorent, qui sont nécessaires aux grands édifices. Bornis nous dit quand même la chose suivante, il nous dit est-ce que ces engins aussi sophistiqués, aussi compliqués, qui peuvent poser parfois des problèmes et qui sont chers, sont-ils absolument nécessaires?
En Italie, on ne se sert pas, alors qu'on fait des grands édifices, sauf qu'il avait oublié le dôme de Florence, mais il parle au début du 19e siècle, on ne se sert pas de grue. On y arrive avec des engins plus simples, hein, que des chèvres. Je n'ai pas parlé jusqu'alors, mais il y en avait un aussi au Panthéon, ce qu'on appelle un singe, qui est simplement un treuil qui repose sur deux croix de Saint-André. Donc, ça servait à élever les pierres du sol au premier niveau de l'échafaudage. Donc beaucoup de singes avec des systèmes de moufles et de palans, enfin, en Italie, pour pouvoir faire soulever des pierres importantes pour des constructions tout à fait monumentales. Donc il est honnête, il dit je pose le problème. On fait ça, mais peut-être que c'est trop compliqué, c'est une sophistication qui n'a pas lieu d'être, mais je peux me tromper. En tout cas, ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que la grue va évoluer au niveau de sa construction et de son moteur. Il y a sûrement une histoire intéressante à suivre. Alors, je montre une grue qui m'est chère depuis très longtemps. C'est la grue de François Cavé. C'est une maquette qui est du musée des Arts et Métiers. Donc, comme j'avais travaillé sur François Cavé, qui est un mécanicien tout à fait extraordinaire, qui avait une énorme entreprise au-dessus de la gare du Nord, là, rue du Faubourg Saint-Denis, qui construisait les premiers bateaux à vapeur. Enfin, il faut imaginer en haut du Faubourg Saint-Denis les premiers bateaux à vapeur. Et pour construire ça, donc pas au bord de l'eau, il avait inventé toutes sortes de machines, en particulier une grue dont le modèle et la maquette est au musée. J'ai trouvé aussi ça, c'est des gars c'est des constructeurs qui font des treuils, des grues installés à Paris. Donc c'est juste pour un petit clin d'œil sur l'importance de la mécanique parisienne. Hein. On l'oublie, les KV, personne que je ne connais pas, mais énormément Paris est une très grande ville de mécanique au XIXe siècle. Et puis il y a des célèbres constructeurs, et avec l'apparition de la construction métallique, donc il y a Eiffel. Alors Eiffel utilise-t-il des grues pour la tour Eiffel? Eh bien oui, il utilise des grues qui sont des grues sur des choses qui montent le long de la partie inclinée. Donc une description que j'ai reprise, mais on n'a pas le temps. Donc pour monter les pièces de métal, donc il utilise 4 grues qui grimpent le long des pans inclinés. Donc il y a des cadres qui bougent comme ça, et l'édifice petit à petit Alors si vous allez sur le net, vous trouvez ça. Alors ça, c'est pour rire. C'est les Suisses qui ont fait cette carte postale. C'est pas de con, mais bon, oui, on aurait pu imaginer une grue pour chapeauter la tour Eiffel, mais ça n'est pas le cas. Alors, autre question. Est-ce que dans la construction des immeubles qui commencent à grandir au XIXe siècle, on peut dire juste les immeubles haussmanniens et pré-haussmanniens, on a besoin de grues? La grue, c'est pour élever des fardeaux d'une certaine taille et poids à une certaine hauteur. Lorsqu'on on nous dit jusqu'à 7-8 mètres, oubliez la grue, c'est trop, ça sert à rien, ça, on peut faire à 100. Donc, a priori, dans les constructions d'immeubles parisiens jusqu'à certaines dates, on peut très bien se passer de la grue. Alors, en effet, le chantier de la rue de Rivoli, sauf erreur, on n'a pas le sentiment qu'ils aient besoin de grues. Mais on trouve quand même des grues dans la littérature et dans l'image, toujours cette recherche d'image. Avenue de l'Opéra, 1877. Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, cette grue, mais elle est à vapeur et elle est là, dans un chantier. Alors c'est plutôt pour aller en dessous, je ne sais pas.
Là, ça ressemble plus à des grues des paysages contemporains, hein, boulevard des Italiens 1912, photo BN. On a une grue un peu moderne, on peut dire, métallique, parce que derrière, il y a aussi l'évolution de la construction métallique. Si on fait un parallèle, je dis aussi que ça pouvait être intéressant, il faut penser au chevalement de mine, qui sont des espèces de grues, enfin, en tout cas des systèmes de portage, et ils sont en bois, ils sont en maçonnerie, puis tout d'un coup, ils deviennent tous en métal. On sait faire des treillis, tout ça. Donc la grue, elle doit suivre un peu cette évolution et probablement avec des transformations à la fin du 19e, début 20e. J'évoque aussi les grues portuaires par 2 images qu'on retrouve. Bon, en passant ici, je voudrais dire à quel point souvent ces sujets-là peuvent être encouragés, sortir des études de terrain. Donc j'ai évoqué l'archéologie, j'ai évoqué la restauration monuments historiques, j'évoquerai aussi le travail d'un endroit où j'ai travaillé pendant des années, de l'inventaire général. À un moment, on avait travaillé, fait une petite chose sur l'arsenal de Brest. À l'arsenal de Brest, il y a le môle qui subsiste d'une grue qui était célèbre, qui était cette grue, donc il ne reste plus que ça. Mais les gens se souviennent parce que du pont plongeant au-dessus de l'arsenal, on voyait cette grue qui était... Et puis, bon, il y a la grue Gousteau de Saint-Nazaire qui a fait débat, monument historique, puisqu'on voulait la conserver. C'était une sorte de signal à l'entrée de Saint-Nazaire. La grand-mère, je crois, on l'appelait. Et après toutes sortes de batailles, elle a été ferraillée. Et les gens qui aiment le patrimoine et le patrimoine technique ont pleuré. Et j'en étais. Alors, dernière chose aussi à évoquer qui rejoint des études actuelles. Donc, vous voyez que je fais un peu feu de tout bois, mais je me suis dit, la tour Eiffel, donc, elle utilise un peu donc, dans sa construction métallique qui grimpe, les grues. Est-ce que dans les gratte-ciel, donc, qui sont des constructions de ossature métallique. Alors j'avais dit que je n'évoquerais pas du tout quelque chose qui nous concerne tous les deux, mais malgré tout je le ferai dans l'image suivante. Alors, les images que vous avez des gratte-ciel, notamment dans les années 20, qui nous montrent la construction des gratte-ciel, pourraient laisser... On voit très peu de grues. Parce que on comprend que l'édifice se construit un peu tout seul, quoi. Je veux dire, on monte les pièces métalliques, les poutres, et puis on les rive, et puis on se sert du plancher pour avancer. Donc on n'a pas trop besoin, a priori, de grues si on se dépatouille bien, avec simplement des engins assez simples. Et on voit donc ces photos hallucinantes de gens qui construisent des gratte-ciel dans les années 20. Ayant travaillé et continuant à travailler avec Isabelle Parizet ici présente sur ce monsieur-là qui s'appelle William le Baron Genet, qui est réputé outre-Atlantique comme étant inventor of the skyscraper, l'inventeur du gratte-ciel, et qui a fait ses études à l'école centrale en même temps que Gustave Eiffel. Il a une formation parisienne d'ingénieur civil parisien, et au fond il a appris la même chose qu'Eiffel et il l'a développé à sa façon à Chicago, c'est-à-dire la construction métallique. Et lorsqu'on donc les premiers gratte-ciel de Chicago, fin du 19e, on ne parle jamais de ossature métallique, fer, acier, tout ça c'est dit et redit. La grue, a priori, on n'en a pas besoin, elle n'est jamais considérée, l'ascenseur bien sûr, mais pas la grue. Alors quand même, quand on regarde des images, plutôt des années 20, on voit des grues, mais elles ne sont pas très présentes. Donc, et enfin une image ici, elle est cachée là, et on voit qu'une grue est nécessaire sur le sommet pour
poursuivent. Alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, je ne connais pas bien ce Woolworth Building de New York. Donc vraiment un chantier important, donc de la deuxième génération des gratte-ciel. Mais il a besoin d'une grue sommitale. Et ayant été à New York il n'y a pas très longtemps, après que j'ai eu la commande, j'ai rien regardé à New York d'autre que les grues à Manhattan. Non, mais je blague un peu, mais c'est un peu vrai. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de regarder si on construit et s'il y a des grues. Alors j'en ai vu. Et puis j'ai compris aussi, je ne savais pas du tout, qu'on était en train de construire à New York des buildings d'un nouveau type, des gratte-ciels d'un nouveau type, qui sont des gratte-ciels extrêmement étroits, avec 1 ou 2 appartements simplement, et qui sont tout en hauteur, qui culminent à 93 mètres juste en dessous de Central Park. Là, il y en a plein qui, donc le plus, avec des gens très très riches à l'intérieur. Donc tout le monde, il faut être dans le One 57. Donc Port Park, on a construit un entre autres. Donc ils sont 5-6 et ils sont en train d'être, enfin, dont certains sont en train d'être construits. Et pour le coup, très étroit, ils utilisent des grues. Voilà comment ils l'utilisent. Et ce sont visiblement des grues extrêmement hautes. Extrêmement hautes. Quand on regarde l'histoire de ces gratte-ciels récents, on a surtout ça qui apparaît. C'est la chute d'une grue au moment de l'ouragan Sandy pour la construction. Je crois que c'est pas le One, c'est un autre, enfin du même type, peut-être le One 57. Enfin bref, cette affaire des nouveaux gratte-ciels, ça a commencé il y a 5-6 ans, et il y en a 6-7 qui sont en train de grimper, et dont certains sont déjà terminés. Donc on comprend grâce à cette image que la grue, donc, est le long de l'édifice, arrimé à l'édifice, et qu'il va pouvoir porter les poutres métalliques pour pouvoir réaliser cette construction assez simple. Hein, à l'époque, c'était rifté, maintenant c'est soudé, de poutres et de poteaux-poutres qui permettent ces constructions de très grande hauteur. Donc là aussi, sans grue, pas de Manhattan. J'aurais pu dire pas de grue, pas de Manhattan. Enfin, en tout cas, de Manhattan récent, puisque Chicago. Voilà cette image. Tout ça, c'est The Crane Collapse. Quand on fait crane, grue en anglais, on voit surtout les crane collapse. Il faut fouiller plus pour avoir des choses techniques. Puis ça, c'est une photo prise en janvier de cette année. On est dans Park Avenue. Et alors là, donc, on a une grue. J'arrêtais pas de la voir. Là, j'ai essayé de voir si elle bougeait. Qui est tout le long de cet édifice qui est en construction, qui culmine au-dessus de tous les autres, avec donc une grue, enfin une partie au-dessus qui permet de poser les choses. On comprend mieux avec ça. Donc la grue, merci Monsieur Rondelet, parce que en gros le principe est quand même un peu celui-là, d'une grue qui bouge, qui pivote, qui se déplace. Puis il y a des grues qui sont en bas, qui elles servent dans au début de la construction. On voit des grues au-dessus et des grues en bas. C'est purement un peu comme mes images de miniatures médiévales. C'est des images, après il faut travailler à les interpréter. Dernière chose que c'est quelques images finales, disons. Ça rejoint donc le propos initial, c'est de se dire, bon, est-ce que la grue, sans la grue, est-ce que les villes seraient identiques, et quelle part elles ont actuellement dans les paysages urbains. Et
je m'aperçois, je répète, quand on ouvre les yeux dans les villes européennes ou américaines, entre autres, mais à Shanghai c'est pareil, j'aurais pu vous montrer une image de Shanghai que j'avais en réserve qu'on vient de m'envoyer. On voit des grues partout qui émergent au-dessus des bâtiments. Alors là, c'est photo prise à La Haye, juste à côté de l'entrée du Mauritshuis. Il pleut, c'est il y a 3 semaines. Une grue, à côté de ces constructions tout à fait étonnantes. Gare de Rotterdam, ceux qui connaissent, là, que c'est tout nouveau, des grues. Port de Rotterdam, des grues. Ça, c'est plus. Et puis, mon train, Condamnières, un peu plus loin, Batignolles, des forêts de grues. Et pour finir, donc on y revient, la grue du Panthéon, avec donc ce dessin donc, de l'agence Lefebvre qui nous montre à quoi elle sert, et puis ce petit commentaire. L'installation d'échafaudage, une prouesse technique, la phase de préparation du chantier est exceptionnelle car elle implique des installations particulièrement lourdes. Jusqu'en août prochain seront montées des installations nécessaires à la première phase de restauration. Des micro-pieux de 17 mètres de profondeur serviront de fondation tabouret de l'échafaudage, pesant 315 tonnes et s'enlevant à 13 mètres. On retrouve les dimensions presque des grues de ronde sur les échafaudages, des grues de rondelets. Un des pieds du tabouret supportait une rue culminant à 96 mètres. Pouvant lever 4 tonnes, on avait tout à l'heure du 3 tonnes et quelques. La structure d'échafaudage sera elle-même autoportante. Normalement, ça devait se terminer en février 2015, cette première phase d'une restauration qui doit durer 7, 8, enfin c'est un énorme programme, ou 10 ans. C'est pas encore tout à fait fini, je ne sais pas où c'en est, mais c'est vrai que c'est ma dernière image. Oui, alors c'est l'image, mais ça c'est il y a 8 jours, sauf erreur. Votre photo, c'est pas celle-là. Alors j'ai mélangé, donc j'avais une photo récente, mais j'ai pas eu le temps de. D'accord. En tout cas, finalement, ce sera la conclusion. C'est tout à fait étonnant de voir que, et je pense qu'il faut profiter un peu de cette occasion, ce chantier de restauration. Nous, on avait déjà bénéficié du Panthéon, de la restauration du Panthéon lorsqu'on travaillait sur la question du fer il y a quelques années. À différents endroits, en particulier à l'école de Chaillot, donc pour profiter de ce chantier pour aller voir un certain nombre de problèmes techniques. Mais là, on a aussi finalement la question du chantier du levage et autres qui est posé, à la fois dans son contemporain, et c'est pour dire à quel point un chantier de restauration, c'est comme si il est fait dans des conditions telles qu'il y a la possibilité de visiter, qu'il y a un peu de publicité et de recherche fait autour, c'est le moment de faire surgir toutes sortes de choses. Et en l'occurrence, donc, la grue actuelle du Panthéon, elle renvoie de façon inattendue pour moi mais merveilleuse avec la construction et le rôle de la grue de brûler, puis de rondelets. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer, puisque ce n'est qu'un début grâce à cette sollicitation amicale. Merci beaucoup, cher Jean-François, pour cette conférence très très suggestive. Nous avons encore un peu de temps pour un débat. La parole est pour vous. Cette communication soulève beaucoup de questions, d'interrogations et de curiosité. Vous avez la parole.
il suffira de prendre le micro pour être enregistré. La grue de Rondelet. Oui, il y a donc une petite grue qui subsiste, elle n'est pas extrêmement haute en bois, qui subsiste dans les combles du Panthéon que j'ai pu visiter quand j'écrivais avec Middleton sur Jean Rondelet. Je ne sais pas si elle peut être descendue, ça m'étonnerait, mais enfin, elle est dans une partie qu'on ne peut pas visiter, effectivement. D'autre part, pour les échafaudages au moment du dôme, il y a plusieurs gravures qui montrent un échafaudage un peu différent l'un de l'autre. Donc il y a dû avoir des essais et des étapes différentes. Et il est possible que certaines des gravures appartiennent les unes à la période de la construction même et les autres à la période de la restauration, puisque c'est Rondelet qui a eu le gros boulot de la restauration à partir de 96 jusqu'à la fin. Donc, c'est difficile de se dire que certains types d'échafaudage appartiennent à la construction à partir de l'intérieur ou la restauration à partir plutôt de la colonnade et donc de l'extérieur. C'est l'occasion aussi de dire que ce travail qui peut être fait sur l'iconographie, sur les images, où il y a toujours évidemment des questions qui se posent puisqu'elles sont souvent muettes, peut être conduit en utilisant l'énorme fond de la série O, où il y a toutes sortes de contes. Alors c'est des choses qui sont difficiles à manier. Moi j'avais fait pour le faire. Hein, c'est pas seulement les contes de la série O. Vous savez très bien qu'il y a 20 ans, en ouvrant un placard dans le Panthéon, l'architecte a vu s'écrouler une énorme masse de documents qui appartient à l'agent du Panthéon qui forme la série RC. Et c'est là que sont les contes. Il y a beaucoup plus de documents dans la série RC que dans la série O. Il y a toute la comptabilité au jour le jour de la création du dôme. Donc ça fait des superbes thèses en perspective. Parce que... Oui, non, tout à fait. Je crois d'ailleurs que le document que j'ai utilisé là pour l'échafaudage m'avait été remis par l'agence, pas Baptiste mais Lefebvre. Il y avait des ingénieurs qui travaillaient et qui étaient tirés de la série AJ. Et au moment des problèmes de la restauration à partir de 92-93, il y a eu également des réunions très importantes d'ingénieurs des ponts des chaussées avec des architectes qui ont donné le pour et le contre de telle ou telle forme de restauration et c'est sur une sorte de moyen terme qu'on s'est rabattu, enfin, qu'on a décidé de consolider des colonnes oui. Par des piliers. Et il y a eu 2 fois donc des interventions des ponts et chaussées. 70 et vers 1793 à peu près. L'évolution des grues est-elle liée à des expériences empiriques ou à des calculs sérieux sur les capacités de résistance des matériaux, ou les deux? Enfin, je me pose le problème de la résistance des bois, je me pose le problème de la résistance des câbles en corde. Est-ce qu'on a des traces de réflexion physique là-dessus? Bien sûr. Là. Sur les câbles, je n'ai pas regardé, mais sur les bois, oui. C'est sur ces questions-là que Rondelet, justement, s'interroge. Il fait appel, par exemple, aux travaux de Buffon sur la résistance des bois, parce qu'il essaye de déterminer quelles sont les dimensions minimum pour assurer une résistance à un certain fardeau. Il y a non seulement un problème de disposition de charpenterie, donc de statique, disons, mais il y a aussi la question de la résistance des bois qui est introduite dès ce moment-là. Par exemple, il fixe des règles. Alors, c'est quand même de l'empirisme. Il n'y a jamais de calcul RMN, on peut dire. C'est de l'empirisme, mais il fixe des règles. Il dit la volée ne doit pas être plus de 3/5 de l'arbre.
Si c'est pas ça, c'est à peu près ça. Il dit aussi il faut que le diamètre du tambour soit de l'ordre de 12 pouces, et donc par conséquent, en pensant qu'il doit y avoir un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 12 avec celui de la roue, il faut que la roue fasse 12 pieds. Donc il y a des règles comme ça qui sont données. Il faut que le poinçon, l'arbre, soit supérieur ou égal à 13 pieds. Mais, alors je me suis posé la question, comment il aboutit à ces règles? On dit que c'est empirique, c'est des essais, c'est la pratique qui va l'amener à faire ça. Et je serais curieux de voir à quel moment tout ça se formalise par des calculs. À mon avis, pas avant les années 1840-50. Même Bornis, il reste très empirique, très phénoménologique. Enfin, mais ça fixe des règles qui ont l'air d'être tout à fait acceptables. Hein. Il ne faut pas être, moi je trouve, critique par rapport Et alors, d'autre part, comment se fait-il finalement, quand on compare les performances de la grue de Rondelet et de la grue actuelle, on n'est pas une évolution époustouflante? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on n'en a pas le besoin, ou est-ce qu'on ne sait pas faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que pour la grue récente, je m'en suis tenu justement à faire comme Rondelet, à regarder. Un engin pareil qui soulève pas plus que du tronc de Rondelet. Oui, mais plus haut. Voilà. Plus haut, oui, ça. L'avantage, c'est que ça passe au-dessus. C'est qu'il pourrait faire beaucoup plus enfin, dans les grues portuaires, je crois que c'est autre chose. Oui, d'abord. Monsieur. Parler un peu de l'aspect rotation. Tant qu'on ne tourne pas, je dirais, on est sur des techniques. Le cabestan, la poulie, enfin, on voit, c'est très vieux comme technique. Et puis, un beau jour, ça tourne. Ouais. Et ça peut tourner de diverses manières, sur un axe, avec un plancher qui tourne. Enfin, est-ce que vous pourriez développer un peu plus cet aspect de la rotation de la grue? Oui, je suis absolument d'accord avec vous. C'est le crucial, le moment où on apprend à la faire pivoter alors qu'elle est chargée lourdement. C'est ça la difficulté, qu'à ce moment-là, elle risque de basculer. Donc on voit qu'il y a les ingénieurs de la Renaissance qui font des engrenages, mais Rondelet et Brulé, ils vont surtout insister sur la résistance des matériaux qu'on va utiliser. Et là, on voit le fer sur le pivot qui est mobiliser la taille de l'arbre. Donc ils ont des préconisations, on peut dire, toujours dans le domaine de la recette, à la fois sur le matériau à mettre en œuvre, le bois, mais le métal, et la dimension minimum des diamètres. Mais en même temps, je pense qu'en effet, c'est là que se fait... il y en a deux d'évolution d'ordre mécanique et qui posent des problèmes de matériaux. L'autre, c'est aussi cet aspect-là. Et ça, c'est très obscur dans les textes. C'est évacué en un paragraphe, alors que c'est évidemment assez crucial. Ça change tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans le sujet Wikipédia, disons, on a la grue, c'est toujours depuis la grue de Manhattan, depuis la grue médiévale, qui est à peu près soi-disant pareille, et on s'aperçoit qu'en effet, elle n'est pas du tout pareille. Et la difficulté, c'est de voir à quel moment il y a des choses fondamentales qui changent. Et la question du pivotage, la question ensuite de la translation le long de la volée, c'est des choses qui ne sont pas tellement notées dans ces visions un peu générales. On voit des grosses machines. La première chose, c'est la démultiplication des forces. C'est grâce au tympan, à la roue, disons, à la grande roue, d'arriver à force d'un homme, deux hommes, quelques hommes, de lever des 500, 600, 700 kilos et ça toute la journée, c'est-à-dire sans se fatiguer. Ça, c'est très ancien et c'est ce sur quoi on insiste. Mais ça ne fait pas une grue moderne.
c'est pour ça que une des questions qui reste ouverte, c'est quand apparaît le terme grue? Et est-ce que ça correspond au fait que tout d'un coup ça pivote? Mais sauf à ne pas comprendre comment se remue ou se déplace une grue oiseau, je ne vois pas en quoi le fait que. Mais peut-être que justement, La philologie a quelque chose à dire là-dessus. Vous croyez que ça vient de l'animal? Comment? La philologie n'a pas trouvé. Parce que ça paraît tellement clair que tous les objets de siège, tous les noms d'animaux, la chèvre, le bélier, le mouton, donc vraisemblablement, je vais chercher moi. Je pense qu'on est pas, on a commencé à parler de dans les mots que je connaissais. Roue, la roue, le treuil, et on est passé à un emploi figuré quelque part. Mais je vais alors, il y a singe, il y a singe et chèvre qui sont. Mais l'ennui par rapport à cette question, c'est que les gens du XVIIIe siècle disent mais c'est évident qu'on appelle ça une grue puisque ça ressemble à une grue. Donc moi, je me suis laissé aussi avoir. Je me dis oui, ça doit ressembler à une grue. Puis j'ai regardé les grues, mais non, les grues, c'est la grue moderne qui a la ligne. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, cette forme, puisque apparemment ça correspond au fait que la volée est oblique et montante, et c'est à ce moment-là que le mot apparaît pour désigner ce nouvel engin par rapport comparé aux précédents qui sont la chèvre ou le non, d'ailleurs, la chèvre, elle est déjà oblique. Enfin, bref, l'apparition du mot est sûrement intéressante à élucider, à la fois pour la datation et l'explicitation de ce choix. Alors, je vous signale aussi qu'il y a grue, mais il y a aussi gruau. Et gruau, c'est l'oiseau, l'oisillon, la petite grue. Et même au Moyen-Âge, on a l'air de dire qu'on emploie le mot gruau plus que grue. Simplement, moi j'ai vu dans les Wikipédia, disons, jamais ils convoquent des mots grecs, des mots latins, mais de l'Antiquité, qui n'ont rien à voir avec grue, et jamais une appellation médiévale. Premier mot, travail rapide, hein. C'est fin 17e. Là, pour le coup, le mot grue, avec un dessin. Et d'ailleurs, encore une fois, là, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que moi, je m'attendais, j'ai regardé ça avec cet œil-là, je m'attendais à ce que Ozanam fasse des calculs. Il essaye de montrer comment cet engin fonctionne. Rien, que du descriptif, que de la terminologie. On appelle l'arbre ce truc-là, et le dessin, un beau dessin technique, mais aucune explicitation mécanique ou statique. Et dans les dessins différents, il n'y a rien du tout qui ressemble à ça. De Léonard. Si, il y a des grues, mais apparemment qui sont plutôt des grues. Non, j'ai pas trop regardé. Grues de fortification et de bateaux. Pour justifier, expliquer d'une certaine façon empirique, on peut observer que l'échafaudage de Saint-Sulpice à la fin du XVIIIe siècle est assuré par un entrepreneur de Charpente qui s'appelle Bellu. C'est le même Bellu que les flèches de Notre-Dame de Paris et de Saint-Chapelain. C'est le même Bellu qui échafaude la tour Saint-Jacques. C'est la même
peut-être. Alors évidemment, la grue, on voit bien, c'est le domaine quand même d'une réflexion plus élaborée venant des ingénieurs, mais il y a peut-être quelque chose de semblable compte tenu du fait qu'il y a nécessairement une entreprise quelque part qui construit la grue. Parce que échafaudage comme grue, on comprend entre autres que ce qui est important, c'est de pouvoir monter, démonter relativement rapidement et simplement avec une main-d'œuvre pas très qualifiée. Et donc l'aspect pratique est. Ça doit être le principe d'assemblage. Oui, avoir des réflexes et pouvoir aller vite parce que on comprend mais qu'elles sont susceptibles de bouger et qu'il faut qu'elles puissent bouger, ce qui ne veut pas dire qu'elles bougent beaucoup. Et les échafaudages, pareil, c'est de la construction éphémère. Donc j'imagine que le savoir-faire, comme l'entreprise Bellu avant Brûlé, pourquoi pas, est absolument fondamental et la capacité à répéter les choses et pas forcément à innover. D'ailleurs, Brûlé, quand il innove, Rondelet lui tombe dessus. Oui, oui. Oui. Mais il y a Charpentier des ponts et chaussées. Ah oui. Non, mais il ne faisait pas de calcul, je ne sais pas, il n'y a pas d'archives, il y a cette gravure extraordinaire quand même, justement pour rester à la postérité. Alors moi j'ai vu que dans les contes dont on parlait à l'instant là, du Panthéon, il est le charpentier du Panthéon. Simplement, comme dans le Panthéon, il n'y a pas beaucoup de charpente, c'est surtout les échafaudages et la grue. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Alors c'est vrai, enfin, autre chose, on en parlait avec Léonore. La question du chantier, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens, dont on parle, mais il n'y a pas quand même énormément d'études. Enfin, et c'est un peu dommage quand même. C'est l'histoire de la construction, c'est pas l'histoire de l'architecture et l'histoire du chantier, donc c'est un domaine assez qui a entre la technique, mais, et ça manque. Ça manque. Dans nos analyses, on se demande est-ce qu'il y a des archives sur la construction, qui a fait la charpente, etc. Je ne sais pas du tout, mais il y a aussi avoir des grues. Oui. On ne sait rien du tout. On ne sait rien pourquoi, parce que les archives n'existent pas ou parce qu'on a oublié de s'y intéresser? C'est ça ma question. Hein. Je veux dire, c'est un appel aux jeunes. C'est une charpente et c'est pas de la pierre. Alors donc forcément, les techniques qu'on vient d'évoquer, forcément. Et pourquoi en 1791, tout d'un coup, Ozanam nous parle d'une grue, il ne dit pas à quoi elle sert. Et alors, est-ce que c'est au Louvre? Est-ce que c'est sur quel grand chantier que à Versailles? C'est que dans un chantier qui devait avoir une certaine importance au niveau des dimensions, de la notoriété, il a fallu utiliser cet engin qui à l'époque paraissait un petit peu neuf. Y a-t-il encore une question? Mais peut-être Léonore, vous pouvez expliquer ce que vous faites. Mais il y a une manière de voir le travail des charpentiers et ensuite et parallèlement des gens qui mettent le fer en œuvre dans la construction médiévale.
par rapport à ceux des maçons, de dire que les uns ils sont plus ingénieurs et les autres plus architectes. Maçons, architectes, charpentiers, utilisateurs de fer dans les constructions pré-industrielles, mentalité, constructeurs métalliques avant serruriers, de grosses œuvres, ils ont une mentalité d'ingénieur. Ils ont un état d'esprit d'ingénieur. Parce qu'il y a des problèmes de force, de façon dont il faut penser le... Alors après, Viollet-le-Duc, qui aime bien la construction à ossature, disons, va copiner avec les ingénieurs. Non ? Je crois qu'il y a deux pensées. Il y a la pensée de structure et la pensée qui travaille les masses. Oui. Ce sont on peut mettre les maçons du côté de la pensée par masse et le charpentier, le charpentier qu'on trouve d'abord dans les navires, qui est la pensée de structure. Et le passage de la charpente en bois à la charpente en fer a probablement tout révolutionné. Et c'est sans doute là qu'intervient l'école dont tu parles si souvent, puisque c'est quand même spécialisé. L'école de Le Marron-Genet. C'est quand même largement spécialisé au départ dans des questions de charpente métallique. Donc, apparemment, il y a des charpentes métalliques. L'art traditionnel de bouche à oreille du charpentier en bois devient folklorique. Et c'est comme... C'est vrai. Oui, mais ils ont fini par passer au métallique, mais je pense que... Oui, on n'échappe quand même pas au bois quand on est dans le métal. Ouais. La lettre de Rondelet de 1770 à Soufflot est très intéressante parce qu'elle dit, d'une part, vous vous inspirez de la construction gothique et vous avez tout à fait raison. Je pense qu'elle est tout à fait, elle nous explique beaucoup de choses et il pense structure et il pense économie de matière. Et la question qui est posée à ce moment-là, c'est la taille des piliers. Il va s'avérer qu'ils sont trop fins puisqu'il a fallu les élargir, mais il faut réduire au minimum donc la masse, comme ont fait les constructeurs du Moyen-Âge dans l'architecture gothique. C'est cette pensée qui va ensuite être celle des ingénieurs et celle de certains architectes ou historiens de l'architecture. Merci beaucoup, cher Jean-François, pour cette conférence si intéressante.